de cette hiérarchie des normes qu'un contrôle de constitutionnalité doit être effectué. Alors, qu'est-ce que c'est la hiérarchie des normes? Qu'est-ce que c'est la hiérarchie des normes? La hiérarchie des normes, tout le monde sait ce que c'est une hiérarchie. Vous savez ce que c'est la hiérarchie? Alors, on parle de hiérarchie lorsqu'il y a une organisation du haut vers le bas, qui implique que le supérieur doit être respecté par l'inférieur et vice-versa. Par exemple, dans l'armée, le général passe avant le colonel passe avant le commandant passe avant le capitaine passe avant le lieutenant. Non, c'est ça. Colonel, commandant, capitaine, lieutenant, c'est ça. Voilà. Et puis, je crois que c'est adjudant. Sous-lieutenant, adjudant, jusqu'à là. Et la même hiérarchie existe en droit. La même hiérarchie existe en droit. Et cette hiérarchie a été inventée par l'Autrichien grand maître de son état, Hans Kelsen. La hiérarchie kelsenienne implique une organisation structurée et hiérarchisée des normes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les normes ne doivent pas être en contradiction entre elles. Elles doivent s'agencer, elles doivent se structurer. Et chaque norme ne tient sa valeur que d'une norme supérieure. Et cette hiérarchie, on retrouve tout en haut de cette hiérarchie pyramidale, on retrouve la Constitution. C'est-à-dire, dans un ordre juridique, la norme la plus importante, c'est la Constitution, qui est tout au sommet de la pyramide des normes. Et vous comprenez pourquoi on doit respecter, pourquoi on assure le contrôle de constitutionnalité? C'est pour faire en sorte que la Constitution soit toujours au sommet de la pyramide et qu'elle soit respectée par toutes les autres normes. Donc la norme principale, la norme majeure, sur laquelle, j'entends un bruit là, le procès est rendu au nom de la loi. Et ça, c'est parce que ces gens-là n'avaient pas compris ce qu'était la hiérarchie des normes. On a vu des avocats venir à la télé expliquer que le traité primait sur la Constitution. Des avocats reconnus dans ce pays. Et tout ça, c'est parce qu'ils n'avaient pas compris, sans doute, ce qu'était la hiérarchie des normes. Donc vous êtes en train de faire du bruit pendant que je vous explique, et vous allez être des pieds juristes, et on va dire que c'est la faute aux enseignants. Alors que vous êtes en train de papoter pendant que moi je vous explique. Donc je vous disais que cette pyramide, cette hiérarchie, commence par c'est une pyramide, forme pyramidale, et tout au sommet de cette pyramide se trouve la Constitution. C'est un système hiérarchique. Tout ne tient que parce qu'il y a la Constitution. C'est la Constitution qui va donner de la valeur à tous les autres normes. Et après la Constitution, vous avez ce que l'on appelle le bloc de conventionnalité. Le bloc de conventionnalité, ce sont les traités et les accords internationaux. Donc, d'abord la Constitution, ensuite les traités et les accords internationaux. Et là, la Constitution vous dit clairement, article 223 de la Constitution congolaise, c'est l'article 55 de la Constitution française, article 223 de la Constitution congolaise, la Constitution vous dit que les traités et les accords internationaux ont une valeur supérieure aux lois, en tout cas aux normes internes, donc aux lois internationales. Donc, Constitution, et puis après la Constitution, vous avez les traités et les accords internationaux qu'on appelle le bloc de conventionnalité. Traités et accords internationaux, on appelle ça le bloc de conventionnalité. Ensuite, après les traités et les accords internationaux, vous avez ce qu'on appelle le bloc de l'égalité. Vous avez ce qu'on appelle le bloc de l'égalité. Le bloc de l'égalité, ce sont les lois ordinaires. Ce sont les lois que les parlementaires adoptent à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ensuite, vous avez les principes généraux de droit et la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions que vont rendre les juges, d'accord, et les principes qui seront dégagés des dites décisions. Arrêt, décision de justice. Donc, Constitution, puis ensuite traités et conventions internationaux, ça s'appelle le bloc de conventionnalité. Puis après, le bloc de l'égalité, les lois ordinaires. Les lois ordinaires, c'est le bloc de l'égalité. Puis enfin, ce sont les actes réglementaires.
Les actes réglementaires, c'est ce qu'on appelle notamment les règlements autonomes qui sont, dans notre Constitution, représentent l'article 126 et dans la Constitution française, c'est l'article 37C. Décret ou arrêté. Les actes réglementaires. Là, nous rentrons dans les actes qui concernent le gouvernement. Ensuite, vous avez les actes administratifs. Les actes administratifs, ce sont les circulaires et les directives. Sur circulaires, directives ou même notes administratives. Alors, vous voyez qu'en droit, c'est organisé. Il y a une hiérarchie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la circulaire d'un ministre ne peut pas primer sur le décret du Premier ministre. Le décret du Premier ministre a une valeur, infra-législative, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas primer sur la loi. Qu'elle ne peut pas primer sur la loi, mais la loi elle-même a une valeur supra-décrétale, c'est-à-dire qu'elle est supérieure au décret. Donc tout ça, ça s'organise. Ça, vous devez le retenir à vie. Mais quand je dis à vie, mais à vie. Quel que soit ce que vous allez devenir demain, même si vous ne continuez pas encore. La hiérarchie de normes doit être dans votre tête parce que c'est le droit qui organise la société et le droit lui-même est organisé par une hiérarchie qui la structure. Donc, pour assurer le respect de cette hiérarchie de normes, il y a un contrôle de constitutionnalité. Quel va être le rôle du contrôle de constitutionnalité? C'est de vérifier que toutes ces normes respectent bien la Constitution. L'objet du contrôle de constitutionnalité, à travers le contrôle de constitutionnalité, le juge va vérifier que la loi, que les actes administratifs, ou même quelquefois que les traités sont conformes à la Constitution. Vous voyez bien que s'il n'y a pas un contrôle de constitutionnalité, une loi peut être contraire à la Constitution. Ça n'embêterait personne s'il n'existe pas de contrôle de constitutionnalité. La loi peut déroger à la Constitution et cette dérogation ne poserait pas de problème pratique tant qu'on ne serait pas confronté à cette contradiction, cette contrariété. C'est pourquoi il existe le contrôle de constitutionnalité. Alors, ce contrôle de constitutionnalité a cependant été remis en cause, la hiérarchie des normes a été remise en cause. Une partie de la doctrine conteste la légitimité de la hiérarchie des normes, le bien fondé de la hiérarchie des normes, en disant tout simplement que si la Constitution, parce que tout ce que je vous ai dit suppose que chaque acte, les traités sont prévus par la Constitution, article 223, d'accord? La loi prévue par la Constitution, article 34, les actes réglementaires prévus par la Constitution, article 34 en France, ou article 124-125 chez nous, les décrets, les actes administratifs prévus par la Constitution, article 126, mais la question qui se pose est la suivante. Et la Constitution, d'où tire-t-elle sa force? La Constitution, d'où tire-t-elle sa force? D'où vient la force de la Constitution? La Constitution attribue la valeur et la force aux traités, aux lois, aux décrets, mais elle-même, la Constitution, d'où tire-t-elle sa force? Kelsen, qui est le théoricien par excellence de la théorie des réglements, considère lui que la Constitution tire sa force de ce qu'il appelle la grande norme. Grande norme, de la grande norme. La grande norme, c'est une notion, c'est en allemand, de la grande norme. Et qu'est-ce que c'est la grande norme? Grande norme, c'est pas grand, machin. Grande, c'est G-R-U-N-D, vous l'avez dans le truc. Et qu'est-ce que c'est la grande norme? Kelsen dit que la grande norme, c'est un ensemble de sentiments, un ensemble historique de sentiments et d'expressions collectives qui se construisent dans une société et qui, au bout d'un moment, justifient une matérialisation
nation à travers une constitution. Pour les détracteurs de Kelsen, comme Carl Schmitt, Kelsen n'est que dans le droit naturel. Eux, ils considèrent que Kelsen, en fait, veut justifier la Constitution par Dieu, mais n'a pas le courage de dire que c'est Dieu lui-même qui a inspiré la Constitution. On reviendrait peut-être à l'histoire de la Bible. Et si on arrive sur ce terrain-là, évidemment que ça pose des questions sur la pertinence même, de la Constitution. Et on parle alors de la supra-constitutionnalité. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la Constitution? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la Constitution? Et là, le débat va devenir rapidement philosophique entre ceux qui sont pour les naturalistes, qui vont dire que la Constitution tire sa valeur en réalité de Dieu même, des êtres supérieurs et compagnie, et puis les positivistes qui restent sur une déroulure du droit. Mais vous voyez bien que c'est un débat sans fin et qui ne vous intéresse pas à ce niveau d'études. Ce que vous devez retenir ici, c'est que c'est la Constitution qui procure la valeur à l'ensemble du système, à l'ensemble de la hiérarchie, et que pour assurer le respect de la Constitution, il faut donc qu'il y ait un contrôle de constitutionnalité pour vérifier que toutes les normes respectent bien cette Constitution. Si, je vous donne une image pour finir ce paragraphe, si vous avez un capitaine qui ne respecte pas un général, vous comprenez bien que l'armée n'a plus d'importance. Si un capitaine peut dire à un colonel « je t'emmerde », ça veut dire que l'armée n'a plus sa raison. Parce que l'armée fonctionne par deux postulats, la loi et l'ordre. Loi et ordre. Et si un capitaine viole la loi, viole l'ordre en disant à son chef « je m'en fous de toi », ça veut dire qu'il n'y a plus d'armée. Et s'il n'y a plus d'armée, il n'y a plus d'ordre républicain. Et donc vous voyez que c'est pareil pour la Constitution. C'est pour ça que le contrôle de constitutionnalité est là, pour veiller à ce que une norme inférieure respecte la Constitution. Alors je ne vous dis pas qu'il n'arrive pas que les normes inférieures violent la Constitution, mais il en est ainsi jusqu'à ce que l'on découvre que cette norme inférieure est contraire à la Constitution. On le découvre comment? Parce qu'il y aura eu un recours direct ou un recours préjudiciel devant le juge constitutionnel, qui aura donc l'occasion de constater si une norme qui avait été adoptée n'avait pas respecté la Constitution et comment faire pour mettre fin à cette contradiction. Est-ce que vous avez des questions?